Alors, nous allons quitter le domaine de la rythmologie pour nous intéresser aux valvulopathies avec le TAVI qui a 20 ans. Qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce qui va changer? Et nous remercions Paul Godnet de remplacer au pied levé Jean-Philippe Collet qui avait d'autres obligations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les académiciens, merci beaucoup de cette invitation. J'ai donc le plaisir de présenter ce sujet du TAVI en relais du professeur Collet. Vous verrez que certaines des slides sont peut-être volontairement un peu provocatrices. Je vous rappellerai que je ne suis que le messager, bien évidemment. Donc, le TAVI a 21 ans. Le TAVI est un jeune adulte. Et donc, l'idée, c'est de vous refaire un peu l'historique du TAVI, pourquoi ça a fonctionné et qu'est-ce qui reste encore à faire dans la thématique. Alors, le TAVI, tout au début, n'aurait pas dû marcher. On va commencer comme ça. Dans la phase où le TAVI était encore conceptionné par le professeur Alain Cribier et son équipe au CHU de Rouen, et donc il cherchait en fait des soutiens dans la communauté ou des moyens matériels pour développer ce qui allait devenir être une technique majeure, ce n'est pas quelque chose qui avait été très accepté par l'équipe médicale et l'équipe chirurgicale qui, à ce moment-là, traitait le rétrécissement aortique. Et donc, vous avez ici une liste de caractéristiques qui ont pu être faites par des experts de l'époque sur cette thématique. Alors, c'est évidemment facile, quand j'arrive 21 ans après, de pouvoir dire « ah, 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 ils se sont bien trompés ». Évidemment que leurs raisons étaient bien plus justifiées. Évidemment que c'était une technique qui était quand même assez novatrice et que on peut avoir des dizaines de techniques qui sont débutées et très peu sont celles qui vont avoir le parcours du TAVI. Alors, pourquoi est-ce que le TAVI a marché? Si on résume les grandes idées, d'une part, c'est qu'il y avait un besoin clinique majeur. Ce besoin clinique majeur, c'est le rétrécissement aortique calcifié, qui est la valvulopathie dans le monde occidental la plus fréquente, qui va nécessiter un remplacement valvulaire. Et en plus, c'est une valvulopathie qui touche bien sûr des sujets âgés, donc des sujets fragiles, donc des sujets qui ne peuvent pas forcément bénéficier d'une chirurgie ou alors avec un risque opératoire. Et avec le vieillissement de nos populations, c'est une incidence de valvulopathie qui augmente. Et donc, il y avait vraiment un besoin de trouver quelque chose d'alternatif à la chirurgie. Il y a eu la conviction et la persévérance de l'équipe du professeur Alain Cribier, qu'il faut vraiment reconnaître, puisque c'est vraiment grâce à eux que ce concept a pu être développé, et par la suite avec les équipes américaines. Il y a eu la démonstration en préclinique sur des modèles animaux de la faisabilité du TAVI. Il y a eu, et je vous ferai une slide dédiée sur les premiers cas dans l'être humain qui ont été faits en 2022. Et il y a eu ensuite un progrès continu durant cette période de 21 ans avec une amélioration continue de la technique et des moyens utilisés. Vous êtes maintenant à la 3e génération de prothèses percutanées qui sont considérablement supérieures aux toutes premières prothèses en termes de durabilité, en termes de réduction des fuites paravalvulaires, et vous avez également une diminution constante des systèmes de délivrance de ces prothèses, qui étaient initialement de l'ordre de 24 French, qui veut quand même dire des orifices de l'ordre de 7 mm qui étaient faits dans les artères, et qui ont été diminués maintenant jusqu'à 14 French, donc de l'ordre de 4 mm. Donc vraiment, cette amélioration technique a permis de démocratiser la procédure et de généraliser son utilisation. Et nous allons le voir, il y a eu une succession de grands essais randomisés, très sérieux, avec de grands effectifs de population, et qui ont tous été très concordants sur les bénéfices du TAVI. Alors, le premier cas chez l'homme a été réalisé le 16 avril 2022 au CHU de Rouen, 2002, excusez-moi, pas 2022, chez un patient jeune qui ne souffrait pas d'une bicuspidie aortique, mais tout de même d'un rétrécissement aortique serré. Donc, c'était un patient qui était vraiment à l'article de la mort, il faut le dire. C'est un patient très vasculaire, qui avait des pompages vasculaires qui ne fonctionnaient plus. Il avait d'ailleurs une ischémie de jambe. Il avait un choc cardiogénique avec une fraction d'éjection qui était absolument effondrée et il avait ce rétrécissement aortique qui était très sévère. Ce patient était au-delà de toute thérapeutique de l'époque et donc on lui a proposé à titre compassionate de lui faire ce TAVI. Ce TAVI a été réalisé sous anesthésie locale et du fait de l'impossibilité d'un abord rétrograde à cause des lésions vasculaires, il y a eu un abord transseptal avec un abord antérograde. Et je peux vous montrer les images de l'équipe le jour de l'intervention, avec ici le professeur Alain Cribier qui est en train de dire « oui, c'est le bon endroit, déploie la valve qui va être déployée, la valve qui est laissée en place, et l'amélioration des gradients entre le ventricule gauche et l'aorte. » Et ici, le professeur Alain Cribier et le patient au sortir de l'intervention. En termes de résultats échographiques, les résultats étaient clairs et nets. On passait d'un rétrécissement aortique serré à plus de valvulopathie aortique, un bon fonction de la prothèse avec un gradient de 10 mm de mercure et une surface à 1,7 cm². Et ça avait été publié dans Circulation en 2002.
Donc, voilà l'historique sur 20 ans des grands essais randomisés qui ont été faits sur le TAVI. Alors, je ne vais pas vous les décrire toutes dans leurs particularités, mais je pense que c'est important de voir l'élargissement des indications et les résultats en termes de population ciblée. Donc, je vous ai parlé en 2002 de ce tout premier cas chez l'être humain. La date importante par la suite, c'est 2010, où vous avez la première publication de l'étude Partner qui évaluait la prothèse Edwards Sapiens, première génération. Nous vous parlons ici de la cohorte B de l'étude Partner. Il y avait deux cohortes. La cohorte B, c'était des patients qui étaient considérés à trop haut risque opératoire et donc non opérables. Ces patients étaient comparés soit à un traitement médical optimal, soit au TAVI avec cette valve. Dans cette étude, le TAVI s'est démontré supérieur au traitement médical seul chez des patients à trop haut risque opératoire. Les résultats de la cohorte B. L'année d'après, vous avez la cohorte A qui est publiée. Cette fois-ci, on compare pour la première fois le TAVI au remplacement chirurgical chez des patients considérés à haut risque, mais tout de même opérables. En l'occurrence, c'était le STS score, qui est un score pour estimer le risque de mortalité. Et donc, au-delà de 8% de mortalité à 30 jours, les patients étaient considérés comme haut risque. Dans cette étude, le TAVI démontre une non-infériorité au remplacement, par rapport au remplacement chirurgical. En 2014, vous avez l'étude Corval, qui essaye un nouveau type de valve percutanée, qui n'est pas déployée grâce à un ballon comme la valve Edwards Sapiens, mais qui est dite auto-expandable. Et donc, cette valve est de même testée chez une population à trop risque opératoire, puis comparée à la chirurgie dans une population à haut risque. Et encore une fois, supériorité par rapport au traitement médical seul et non-infériorité par rapport à la chirurgie. On arrive ensuite en 2015, une étude très intéressante, une petite étude Notion dont je vous reparlerai à nouveau. L'étude Notion a été faite dans les pays scandinaves et ça a été la première étude à comparer le TAVI au remplacement chirurgical chez des patients tout venant, sans préciser un niveau opératoire. Et cette étude avait démontré une non-infériorité du TAVI par rapport au remplacement chirurgical, avec les limites, encore une fois, et nous verrons que c'était une petite étude avec un petit échantillon de patients. En 2016 et en 2017, on continue avec la succession des partners et des études Corval. Cette fois-ci, on élargit à des populations caractérisées comme à risque intermédiaire, donc un STS score entre 4 et 8% de mortalité estimée à 30 jours. Encore une fois, le TAVI est non inférieur au remplacement chirurgical, et même pour l'étude Partner 2, dont le sous-groupe des TAVI par rapport fémoral, une supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie. Et plus récemment, en 2019, vous avez l'étude Partners 3 et Evolute Low Risk, où cette fois-ci, on étudie les valves de dernière génération, donc l'Edwards Sapiens 3 ou la Corval Evolute, dans des patients dits à faible risque, opératoire, donc un STS score inférieur à 4% de mortalité à 30 jours. Et vous pouvez voir que de façon concomitante à l'élargissement des populations à plus faible risque, vous avez des populations d'âge moyen un peu plus jeunes, on passe de 83 à 85 ans aux alentours de 73 ans, et des mortalités à 30 jours qui vont considérablement diminuer. Toutes ces études, à chaque fois, ont démontré la non-infériorité du TAVI et parfois, dans certains sous-groupes, généralement quand l'abord transfémoral était possible, une supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie. Et donc, on est passé sur cette vingtaine, ces 2 décennies de progression, à le TAVI est limité aux patients au plus haut risque, à le TAVI va être élargi à une population bien plus générale. Et l'apothéose est arrivée en 2019 avec aux États-Unis la FDA qui a approuvé l'utilisation du TAVI chez des patients de plus de 65 ans, quel que soit le risque chirurgical. Et en 2021, les recommandations européennes qui mettent en avant le TAVI, quel que soit le risque opératoire chez les patients de plus de 75 ans. Nous reviendrons sur ces différents seuils d'âge. Vous avez ici les 2 valves les plus utilisées dans le monde. Sur la gauche, la valve Sapiens 3 qui est déployée grâce à un ballon. Et sur la droite, la valve Medtronic qui est auto-expandable dès qu'elle est larguée en position arctique. Le nombre de procédures de TAVI a donc grandi de façon considérable dans le monde. On peut estimer à presque 2 millions depuis que la méthode existe, avec en 2020 à peu près 15 000 TAVI qui ont été faits juste en France et 65 000 TAVI qui ont été faits juste aux États-Unis. Donc, on estime de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de TAVI qui pourraient être faits à l'heure actuelle dans le monde entier chaque année. Et donc là, en fait, le nombre de TAVI a dépassé le nombre de remplacements valvulaires aortiques chirurgicaux. Alors, changement de paradigme. Au début, en 2002, le TAVI est créé pour les patients qui ne sont pas opérables. Et en 2022, la chirurgie est indiquée quand le TAVI n'est plus indiqué ou que le patient en fait, n'est pas un bon patient pour le TAVI. Les guidelines internationales à l'heure actuelle. Sur la ligne du haut, vous avez les recommandations américaines. Ces recommandations américaines ont été faites par des cardiologues et uniquement par des cardiologues interventionnels, à la différence des recommandations européennes qui ont été faites en collaboration avec l'équipe des chirurgiens cardiologues. Et c'est important par rapport au seuil de l'âge qui a été retenu, je pense. Les recommandations américaines ont fixé l'âge à 65 ans.
Donc, entre 65 et 80 ans, la Heart Team doit décider quelle est la technique la plus adaptée, mais le TAVI et la chirurgie sont tous les deux envisageables à titre équivalent. Et le choix du patient, bien sûr, est très important. Passé 80 ans, le TAVI prend évidemment le dessus par rapport à la chirurgie. Et en dessous de 65 ans, la chirurgie doit être envisagée en première intention, sauf cas particulier. Dans les recommandations européennes, qui encore une fois ont été faites en collaboration avec les chirurgiens et les cardiologues interventionnels, le seuil de l'âge est fixé à 75 ans. Au-dessus de 75 ans, le TAVI en première intention, sauf bonne raison. En dessous de 75 ans, la chirurgie en première intention, sauf bonne raison. À ce moment-là, vous pouvez penser au TAVI. Alors, le TAVI, vous l'avez vu, a eu plein de résultats positifs. Évidemment que le TAVI a démontré que ça fonctionnait. Est-ce que le TAVI est sans problème, sans complications, sans limite? Non, bien sûr que non. Et maintenant que les considérations techniques ont été quand même fortement diminuées, voire presque résolues pour certaines d'entre elles, le principal problème qui se pose avec le TAVI maintenant, c'est le problème du temps long et des complications qui peuvent survenir dans les suites. Puisqu'on ne va plus uniquement faire du TAVI à des patients qui ont 88 ans, 90 ans avec une espérance de vie faible, puisqu'on va le faire maintenant à des patients qui peuvent avoir 75, des fois même 70 ans, pour des patients qui ont des risques opératoires élevés. Il faut penser aux 50, 10 ans, voire peut-être même 15 ans qui vont derrière. Et donc, vous avez toujours des problèmes, des limites au TAVI actuel qui sont en cours d'exploration, pour certaines en cours de résolution. Je vais vous parler en particulier certaines d'entre elles. La première, c'est la durabilité de la prothèse. On parle de bioprothèse, et donc de même que pour la valve chirurgicale, il y a toujours eu un problème de durabilité de la prothèse, et vous avez sans doute le même genre de problème pour le TAVI. Vous avez le problème des interventions ultérieures sur ces bioprothèses percutanées. Ces interventions ultérieures, elles peuvent être de l'ordre coronaire. Vous avez des patients coronariens qui ont eu besoin de stents, peut-être auront besoin de nouveaux angioplasties dans le futur. Et bon courage pour aller recathétériser les coronaires à travers une valve, comme vous pouvez le voir ici. C'est affreusement difficile. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut essayer de considérer avant l'intervention, mais qui peuvent poser des limites dans le long terme. Vous avez le problème du pacemaker, qui est une des complications les plus fréquentes du TAVI. Au moment où on déploie la valve, on va comprimer, parce qu'on n'est pas aussi précis peut-être que le chirurgien, mais qui déploie quand même une valve avec force. Et donc, on va aller comprimer les voies de conduction. On peut déclencher des troubles de la conduction définitifs. Et donc, le taux de pacemaker va évoluer en fonction du type de valve utilisée, donc de l'ordre de 5 à 8% pour les meilleures valves par rapport à cette complication, et jusqu'à 15 voire 20% pour les valves à plus haut risque. Et vous avez également le prothèse de la fuite paravalvulaire. Le TAVI, c'est toujours accompagné de davantage de fuites paravalvulaires que la chirurgie. Ces fuites ne sont plus sévères, plus avec les dernières générations. En tout cas, c'est devenu de moins de 3% des patients qui présentent des fuites sévères paravalvulaires. Et c'est tant mieux, puisque la présence de ces fuites a toujours été associée avec une altération du pronostic. Mais il est vrai que le TAVI s'accompagne bien plus fréquemment de fuites minimes à modérées par rapport à la chirurgie, et l'implication pronostique sur le long terme doit être encore précisée. Alors, parlons de quelques-unes de ces questions dont je vous ai présenté, et notamment la question de la dégénérescence et de la durabilité. Alors, déjà, pour commencer, on a peu de données, parce que c'est très difficile d'évaluer chez le TAVI. On a encore une fois une population qui est assez âgée, il faut faire des suivis échographiques très fréquents, donc on a peu de données solides sur cette question. On en a quelques-unes quand même, grâce aux essais que je vous ai présentés, et la plus ancienne, c'est sans doute l'étude Notion dont je vous avez parlé, qui avait été publiée en 2015. On a présenté en 2021 les résultats à 8 ans de suivi de cette étude. Et étonnamment, le TAVI s'en sortait plutôt pas mal, puisqu'il faisait mieux que la chirurgie en termes de structural valvular deterioration, donc de détérioration structurelle de la bioprothèse, avec une définition un peu arbitraire, définie comme un gradient au-dessus de 20 mm de mercure ou une majoration du gradient de 10 mm de mercure par rapport à l'origine, ou l'apparition d'une fuite valvulaire qui n'était pas présente au début. Ces résultats n'ont pas été retrouvés de façon constante, puisque quand vous regardez les suivis à 5 ans d'études partners, c'était l'inverse. Le TAVI faisait moins bien que la valve chirurgicale. Et si vous prenez les données poolées des études corps-valve intermédiaires et des études de registre, de nouveau, le TAVI avait un petit avantage sur la chirurgie. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'était quand on s'intéresse aux dysfonctions sévères de bioprothèse, c'est-à-dire celles nécessitant une réintervention, celles où vous avez une majoration significative du gradient, à plus de 40 mm de mercure, ou une fuite sévère, il n'y avait pas de différence ni entre la chirurgie et le TAVI. Donc, on a peu de données disponibles, mais sur les données qui le sont, a priori, on n'a pas en tout cas de signal d'alarme sur les performances du TAVI au long cours. Au minimum, c'est ce qu'on peut dire. Bon. Et donc, c'est cette question de durabilité qui reste encore à évaluer. Elle n'est pas la même en fonction de l'âge du patient au départ, elle ne sera pas la même en fonction du type de prothèse, et elle va bien sûr être influencée par de nombreux facteurs, l'âge du patient, la présence de mismatch et éventuellement des paramètres métaboliques et humains. Vous avez également la problématique de la thrombose infraclinique de la bioprothèse. Une bioprothèse, normalement, ça ne thrombose pas ou ça thrombose très très peu.
Mais on a exploré particulièrement sur le TAVI et on a mis en évidence la survenue de thromboses dites infracliniques. Ces thromboses sont très difficiles à mettre en évidence avec l'échographie, puisque les mouvements des feuillets sont les plus souvent normaux, ou en tout cas ont l'air normaux à l'échographie, et les gradients transvalvulaires ne sont pas forcément augmentés à l'échographie. Par contre, en utilisant des techniques de l'ordre du scanner et du scanner 4 dimensions, donc ce n'est pas du scanner cardiaque qui va être fait en pratique courante, en 4 dimensions, il faut vraiment avoir un centre qui dispose du scanner adapté avec un radiologue qui saura interpréter ces examens. On a pu mettre en évidence des phénomènes qu'on a attribués à de la thrombose infraclinique de ces feuillets. Cette thrombose peut être plus ou moins importante au niveau du feuillet, elle se traduit par un épaississement qui apparaît en hyposignal sur le scanner, comme vous pouvez le voir sur cette zone en noir ici. Et dans les formes les plus sévères, elle peut entraîner une restriction du mouvement du feuillet. L'implication clinique de ce phénomène est encore discutée et à évaluer. Quand on prend des méta-analyses avec des dizaines de milliers de patients sur des registres observationnels, il semble qu'il y ait un lien statistique entre la présence de ce phénomène et la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Ces phénomènes sont traités ou sont prévenus par l'utilisation d'un traitement anticoagulant, ce qui est un argument supplémentaire pour laisser penser qu'il s'agissait d'une thrombose tout au départ. Mais donner un traitement anticoagulant systématique à ces patients pour prévenir ce phénomène ne va pas prévenir pour autant la survenue d'AVC. On se pose également la question sur l'implication au long cours sur les performances hémodynamiques de ces prothèses. Parce que si le patient va développer cette thrombose infraclinique, on pourrait supposer que la thrombose va évoluer vers de la fibrose, puis de la calcification, et peut-être que c'est ces patients-là qui vont présenter des dégénérescences sur le long cours. Encore une fois, je vous avais dit, les problèmes maintenant avec le TAVI, c'est dans le temps long. Il faut penser au coup d'après maintenant, pas uniquement au coup de maintenant, et notamment au risque de réintervention. Alors, je devais normalement avoir des vidéos qui malheureusement ne marchent pas, mais vous avez ici un patient qui dispose d'une core-valve, qui est la pire valve pour les abords ultérieurs au niveau des artères coronaires. Et en fait, ce patient avait, du coup ça ne marchait pas, mais il avait une sténosérie au niveau de la coronaire droite. Et vous pouvez deviner, vu la position de la sonde coronaire, qui n'est pas du tout en place, là, elle est complètement dans l'aorte, légèrement orientée vers la coronaire. On a des difficultés d'accès qui sont majeures, des difficultés techniques qui sont considérables. Ici, l'opérateur était manifestement très doué, il a en plus utilisé du matériel de pointe avec des extensions de cathéter, et il a réussi à descendre un stent qui, heureusement, était situé dans une lésion relativement haut située dans l'artère, donc il n'avait pas besoin d'un push considérable. Mais techniquement, c'est très compliqué. Et donc, vraiment, c'est des questions qu'il faut se poser avant de mettre la valve. Quelle valve mettre à quel patient en fonction du risque de complications ultérieures. Vous avez également la possibilité de dysfonction de ces bioprothèses favorisée par les mauvaises dilatations de ces prothèses initiales, ou peut-être un phénomène de recall qui apparaît dans les mois d'après. Et vous savez, cette étude assez intéressante qui a été publiée l'année précédente, qui regardait des patients présentant un TAVI et qui présentait une dysfonction de prothèse assez rapide avec une élévation du gradient ou la présence d'une de ces fuites. Ces patients ont été repris de nouveau, pas par la mise en place d'une nouvelle prothèse par un TAVI, mais pour une nouvelle valvuloplastie au ballon seul, afin de permettre une meilleure expansion de ces prothèses. Ils ont été repris en moyenne 3 mois après l'intervention initiale, et comme vous pouvez le voir sur ces courbes, cela a permis une amélioration significative de la surface valvulaire et une réduction significative du gradient, ainsi que la disparition des principales fuites. Je peux vous montrer ici un exemple de valvuloplastie post-procédurale. Donc ça, c'est une procédure qui peut être faite au moment même de l'intervention index, si jamais on n'est pas suffisamment satisfait du déploiement de la valve. Mais l'intérêt de cette étude, c'est de nous montrer qu'on peut quand même le faire quelques mois, voire plus longtemps après, en cas de performance insuffisante ou de détérioration rapide de ces performances. Et vous pouvez voir la différence en termes d'expansion et en termes de gain de surface. L'autre problème qui se pose sur les interventions ultérieures, c'est encore une fois l'abord au niveau des coronaires. Donc déjà, je vous ai montré pour faire une coronarographie, ça peut être techniquement difficile, même si c'était potentiellement faisable. Mais si vous remettez un TAVI dans un TAVI, vous avez un risque d'obstruction complète des artères coronaires. Et donc là, ça peut entraîner un infarctus et la mort immédiate du patient. Les enjeux cliniques, en partie résolus en tout cas, c'était le traitement antithrombotique dans le TAVI. Pour faire simple, les cardiologues interventionnels qui aiment beaucoup la double thérapie antiplaquettaire ont considéré que le TAVI, c'était un gros stent, et donc il fallait mettre une double thérapie antiplaquettaire pour prévenir la thrombose. Et donc, c'est ce qui est resté en place pendant une dizaine d'années. Progressivement, des petites études ont mis en évidence la possibilité de faire une monothérapie antiplaquettaire. Et des essais randomisés suffisamment, avec une puissance statistique suffisante, ont confirmé qu'une monothérapie antiplaquettaire permettait de faire moins saigner les patients, rendant finalement caduque l'intérêt de la double thérapie antiplaquettaire. On a essayé, vu qu'il s'agit d'une population âgée, qui fait souvent de la fibrillation auriculaire, ou qui fait notamment des accidents vasculaires, on a essayé de l'intérêt des anticoagulants systématiques chez ces patients traités par TAVI.
Ces études sont négatives et je vous montre ici les principaux résultats. Donc, quand on compare toutes les possibilités de traitement, monothérapie, double thérapie, anticoagulant oral seul ou anticoagulant oral avec une monothérapie antiplaquettaire, globalement, le grand vainqueur, c'est la monothérapie antiplaquettaire, qui fait moins saigner, alors que la double thérapie ou l'utilisation d'anticoagulants à titre systématique va faire davantage saigner et potentiellement augmenter la mortalité non cardiovasculaire, voire cardiovasculaire. Les AVC restent une des limites du TAVI. Alors, pas du TAVI particulièrement, puisque c'est également une limite de la chirurgie, et la plupart des études, sauf une, ont montré des taux relativement similaires d'accident vasculaire cérébral après un TAVI ou après une chirurgie. On n'arrive pas à réduire ce taux d'AVC avec des traitements antithrombotiques plus agressifs, parce qu'on fait davantage saigner les patients. Même si on réduit le risque de thrombose intraclinique, comme vous l'avez mentionné, on ne réduit pas les AVC cliniques. On a essayé une méthode qui consiste à mettre en place des dispositifs de protection pendant la procédure initiale, avec en fait des espèces de filets de capture qu'on dispose dans les troncs supraortiques au moment où on déploie la valve. L'idée étant de se dire qu'en déployant la valve, on va libérer des morceaux de calcaire ou des emboles, et on va capturer ces emboles pour empêcher l'accident vasculaire. Ça semble une très bonne idée sur le plan théorique, et en pratique, la mise en place de ces dispositifs permet quasi systématiquement de récolter des embolies. Mais ça ne s'est pas traduit par une réduction, encore une fois, des AVC cliniques. Vous avez cette étude publiée assez récemment avec 3000 patients inclus qui évaluaient un des meilleurs dispositifs de protection, qui était l'étude Protected TAVR, et cette étude avait été négative sur le critère principal de jugement qui était la survenue des AVC. On peut quand même prendre un signal encourageant sur la survenue des AVC handicapants, donc des AVC très sévères. Il y avait une réduction quand même significative grâce à l'emploi du dispositif. Donc, on pourrait quand même dire que ça permet de réduire les AVC les plus sévères. Est-ce que ça justifie à l'échelle de la population une utilisation systématique? Cela reste à voir. La question qui se pose maintenant dans le futur avec le TAVI, c'est l'élargissement des indications. Donc, on a élargi déjà l'indication du TAVI à des patients initialement à très haut risque, puisqu'à risque intermédiaire et maintenant à faible risque. Et maintenant, on essaie d'aller encore plus loin. Est-ce qu'on ne ferait pas un TAVI ou un remplacement valvulaire chez des patients asymptomatiques? On a sur ce sujet déjà des études très encourageantes. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ces études ont évalué le remplacement valvulaire aortique chirurgical et pas par TAVI. Et ces deux études que je vous présente ici, Ricoveri et Avatar, ont démontré qu'un remplacement valvulaire chirurgical précoce chez des patients porteurs d'un RAC serré asymptomatique permettait d'améliorer le pronostic des patients, avec dans Ricoveri une réduction de la mortalité toute cause ou cardiovasculaire. Donc, des résultats franchement encourageants. Est-ce que ces résultats seront transposables à la population traitée par TAVI? On le saura, je l'espère, l'année prochaine avec l'étude Early TAVI qui est en cours et qui devrait être publiée l'année prochaine. L'autre sujet d'intérêt, c'est le RAC moyennement serré. On a défini le RAC serré comme un RAC avec un gradient moyen au-dessus de 40 mm de gradient et une Vmax supérieure à 4 mètres secondes. Mais évidemment, si le gradient moyen est de l'ordre de 35 mm de mercure, vous avez déjà un retentissement sur le ventricule et potentiellement des signes d'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a un bénéfice à intervenir chez ces patients, notamment quand ils sont symptomatiques avec la présence de signes congestifs? C'est en cours d'étude par ces 3 études, qui sont des études larges avec des centaines de patients inclus, mais dont on n'aura pas les résultats avant 3 à 5 ans environ. En conclusion, la chirurgie est presque devenue une alternative au TAVI, en tout cas chez les patients au-delà d'un certain âge. Les complications du TAVI sont faibles, mais attention, un mauvais TAVI est pire qu'une bonne chirurgie. Ça ne veut pas dire qu'il faudra privilégier le TAVI coûte que coûte. Les extensions des indications ont fait surgir des problèmes sur le long cours qui sont notamment celui des accès au coronaire et la dégénérescence et posent la question de la gestion sur le restant de la vie qui s'allonge de ces patients. Et toujours le travail en équipe et l'évaluation anatomique précise pour justement prévoir ces complications et les prévenir. Je vous remercie. Merci. C'était très complet. Ça nous laisse le temps pour 2 questions. Oui, Non, ce n'est pas de questions, c'est des commentaires. Premièrement, en ce qui concerne la durabilité de votre bioprothèse, vous n'ayez pas d'inquiétude. C'est notre bioprothèse, quelle qu'en soit la voie d'abord que vous utilisez, ça a exactement le même comportement. Deuxièmement, vous avez dit qu'il y avait 2 sortes de TAVI avec les valves. Vous êtes d'accord? Il y en a plus. Non. C'est les principes du concept. Il y avait celui de Alain Clibier, que vous gonflez avec le ballon. Tout à fait. Et il y avait l'autre avec l'auto-expansion. Qu'est-ce qu'il a inventé, le deuxième? Une bonne question. Voilà. Quand vous parlez, il faudra quand même faire cocorico en disant que le deuxième a été inventé par un chirurgien cardiaque qui s'appelle Jacques Séguin et qui travaillait à Montpellier. À ce moment-là, quand vous présentez dans n'importe quel
congrès international, vous pouvez dire, écoutez, il y a la main droite et la main gauche qui a été fait en France. Alors, on avait une question avant de passer la parole à Jean-Claude Confinal qui nous vient d'Île Maurice. C'est une sorte de contre-visite puisqu'il nous demandait est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du premier patient du professeur Cribier. Il est malheureusement mort 17 semaines après l'intervention initiale, mais non pas de complications cardiaques. Ce monsieur était en ischémie critique de son membre inférieur avec un pontage qui ne fonctionnait plus. Il a été amputé de sa jambe et il est mort longtemps après, a priori, des complications de l'amputation et pas d'euthanasie. C'était une question du docteur Lunès de l'île Maurice. Nous connaissons bien. Jean-Claude Confinal, vous voulez prendre la parole? Il y a un micro là. Ouais, tiens. Non, Voilà. juste petite question, bravo, félicitations, c'est une aventure formidable, à la fois sur le plan méthodologique, des data, etc. Quel regard vous portez sur CardiaVev et sur le traitement par ultrasons focalisés? Alors là, je vous avoue que je ne pourrais pas vous donner une réponse, pas un expert encore de cette thématique. Est-ce que... C'est très, très préliminaire. Hein. Oui, non, C'est l'expérience en cours, mais... Voilà, donc c'était pas pour vous... Non. Ouais, c'est dire qu'on Les ultrasons. a vu une évolution et... Les ultrasons. Façon, IFU. Et de toute façon, Oui, voilà. qu'on a présenté ici. Oui. Non, parce qu'on pourrait voir encore une révolution, on passe de la chirurgie, etc. Et voilà, pour Ou dire... un accompagnement, un perfectionnement, ou une meilleure gestion des calcifications. Enfin, c'est pas un urologue qui Non, mais va... c'est pour une... Le urologue peut vous parler d'ultrasons, oui, c'est pas des calcifications valvulaires. Une prise en charge concomitante permettant d'optimiser les résultats. Voilà, c'était exactement, éventuellement, de retarder même la mise en place. Voilà, de rechausser ou de- Sans simplement que sur le principe, c'est intéressant de voir dans tous nos domaines, de voir combien il y a des transformations très importantes sur le... On avait... À suivre. À suivre, oui. Hubert Joannet. Oui, merci Dernière pour question. votre très belle communication. Je voulais à l'Académie, on est très préoccupé par l'accès aux innovations, quelle que soit la spécialité. Et je voulais vous interroger sur les méthodes d'évaluation. Alors, je ne parle pas des dernières données que vous avez données, mais surtout la comparaison entre le TAVI et la chirurgie, globalement. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu des études prospectives contrôlées et également des registres. Oui. Qu'est-ce que vous retenez en matière de méthode? Est-ce que l'une vous paraît plus compétitive que l'autre, plus efficace, moins cher? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire dans le cas de l'accès, la réflexion sur l'accès aux innovations, sur la méthode employée? C'est une très bonne question. C'est vrai que là, dans le sujet du TAVI, c'est assez facile. Enfin, en tout cas, on dispose. Comment dire? Le potentiel de patients était tellement gigantesque, et vous pouvez le voir avec les chiffres, que les laboratoires ont mis des moyens absolument faramineux. Et donc, on a pu avoir tous les types d'études faites, soit des études faites par des investigateurs, comme on peut le faire parfois dans le public, avec des surrogates endpoints qui ne sont pas aussi forts que les études les plus majeures. Et vous avez tous les essais randomisés que je vous ai présentés qui prenaient 1000-1500 patients avec des critères de jugement qui étaient indiscutables, comme par exemple la mortalité de toute cause. Et donc, c'est vrai que dans le spectre du TAVI, on a tout eu et tout est exploitable. Mais les données que je vous ai montrées là sont a priori des données les plus indiscutables avec des essais randomisés, des populations qui sont en effectif suffisant et des critères de jugement qui sont indiscutables parce que cliniques et pas forcément des critères très composites avec principalement drivés par un outcome qui est fonctionnel. C'est la mortalité qui est impactée par le TAVI directement, ce qui permet une évaluation beaucoup plus simple et des conclusions plus solides. Précisément, ce sont des études robustes et je suis surpris du délai qu'il y a eu entre la première étude qui fait état d'une non-infériorité par rapport à la chirurgie et l'apparition des premières recommandations, à moins que par esprit de synthèse, vous ayez sauté des étapes. Les premières recommandations sont apparues à quel moment? En 2012. 2012, c'est ça. En 2012, vous aviez les premières recommandations européennes qui mentionnaient le TAVI qui étaient réservées aux patients ne pouvant pas être opérés. On pouvait discuter aux patients au risque. En 2017, vous avez une mise à jour des recommandations européennes qui dit que le risque maintenant, c'est le domaine du TAVI et que l'intermédiaire, ça doit se discuter au cas par cas en fonction de l'abord. Encore une fois, c'est presque des fois difficile à dire parce que ça a été fait en collaboration avec les chirurgiens et les cardiologues. Donc, vous aviez une liste grande comme ça de paramètres qui devaient être évalués pour chaque patient. Mais en même temps, c'est pragmatique puisque c'est le principe de la hard team et c'est finalement quand on fait un staff, on va revoir chacun de ces différents critères pour voir qu'est-ce qui était le mieux. Et finalement, en 2021, les dernières recommandations, dernières mises à jour, avec ce seuil, en tout cas en Europe, qu'on retient avec une pratique à la vitesse salpêtrière de 75. Alors c'est ça, une différence à cet âge-là, une différence de 10 ans, c'est énorme.
Et donc, dans vos réunions de concertation, vous respectez, je suppose, les recommandations européennes ou vous avez des arguments pour… Alors, encore une fois, ce n'est pas qu'on applique aveuglement, mais si le patient a 73 ans et n'a pas de risque opératoire élevé, on va lui dire faire une chirurgie, sauf s'il y a vraiment une bonne raison pour le TEV. Et évidemment, c'est aussi le choix du patient qui compte. Si le patient refuse la chirurgie, on ne peut pas forcer. Et à ce moment-là, on peut l'orienter dans le TEV. C'est prévu. Très intéressant. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, on reste à nous remercier. C'était un